Vous écoutez Radio Campus Pau. Aujourd'hui, nous vous présentons une chronique spéciale, donc toujours par piste solidaire via le Centre d'action Europe Direct Pau et des Pays de l'Adour. Aujourd'hui, le 6 avril, nous allons vous présenter Parlez-moi d'Europe Tour qui aura lieu à Pau. Nous sommes avec Martina et nous allons donc en parler tout de suite. Bonjour Martina. Bonjour. Donc on va commencer tout de suite. Est-ce que tu peux nous parler d'Europe Tour, du coup, pour commencer, nous expliquer ce que c'est tout simplement ? Oui, bien sûr. Alors, les Parlements d'Europe Tour est un projet qui est mis en place, qui est coordonné par Piste Solidaire grâce au soutien de la Commission européenne et du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. C'est une campagne d'information et des débats qui s'est mis en place sur toute la région de Nouvelle-Aquitaine, notamment avec un tour, 30 journées d'animation dans 30 villes de la Nouvelle-Aquitaine pour parler d'Europe, discuter, débattre, informer les citoyens sur ce qui se passe à Bruxelles, comment ça se passe, comment ça fonctionne. L'objectif du projet, c'est d'attendre ces personnes qui n'ont pas forcément accès à ce type d'informations ou qui sont quand même éloignées et qui sont loin de cette information. Pourquoi ? Parce qu'on essaye de leur donner les informations nécessaires pour pouvoir réfléchir, discuter, débattre et pouvoir donc exprimer son propre point de vue, son propre avis concernant les politiques européennes. Donc les citoyens européens peuvent se questionner sur leur appartenance à l'Union européenne, sur les politiques qui sont mises en place. Nous avons plusieurs thématiques qui sont à aborder lors de nos animations. Chaque journée prévoit 3 animations, précisément 2 animations pendant la journée et un débat Polka qui a une méthode particulière les soirs et qui permet justement aux personnes de s'exprimer sur la thématique en question. Et donc quel retour vous avez via justement ces moyens d'information ? Alors, c'est très important les retours que nous collectons parce que l'objectif, ou quand même, l'objectif du projet, c'est de récolter ces retours des citoyens pour pouvoir les faire remonter auprès des députés européens, notamment des députés européennes de nos 3 circonscriptions, c'est-à-dire des 3 circonscriptions de la région Nouvelle-Aquitaine. Les retours que nous pouvons avoir, que nous avons eu jusqu'à présent, étant donné que les tours a démarré déjà en novembre de l'année dernière et donc nous sommes à l'étape 24. Donc l'étape paloise, c'est la 24e journée du tour, donc nous sommes presque à la fin. Les retours sont très variés, très disparates. On peut dire que d'un côté, il y a un sentiment d'appartenance à l'Union européenne, mais de l'autre côté, il y a, on sent fort la nécessité ou quand même la demande de la part des citoyens de réformer cette Europe d'aujourd'hui qui n'aurait pas apparemment un vrai plan A pour elle et ses citoyens. Et du coup, quelles sont les activités donc pour l'étape paloise ? L'étape paloise, ce matin, on était à l'école des commerces des Pau. On était avec presque 120 jeunes du master 1, pour pouvoir parler des citoyennetés européennes, des Europe au solidaire, et Europe et environnement. On a parlé également des mobilités, du volontariat européen et international, et la mobilité en Europe, c'est justement la thématique qu'on va aborder et essayer d'approfondir un peu plus aujourd'hui avec cette chronique spéciale chez vous à Radio Campus. C'est vrai que quand on aborde du coup la notion mobilité en Europe, nous en tant qu'étudiants, on va directement penser à Erasmus. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le programme ? Bien évidemment, tu as tout à fait raison. Est-ce que je peux te tutoyer ? Bien sûr. Bien évidemment, tu as tout à fait raison. Quand on parle de mobilité en Europe, la première chose qui vient à l'esprit, c'est Erasmus. Alors, Erasmus, c'est un programme qui est financé par l'Union européenne, précisément par la Commission européenne, depuis 30 ans. C'est un programme qui s'est mis en œuvre en 1987 et d'ailleurs l'année dernière, 2017, nous avons fêté les 30 ans d'Erasmus.
C'est un programme qui a permis à plus de 3 millions d'Européens d'effectuer une partie de leurs études dans un établissement d'enseignement supérieur établi dans un autre pays européen. Donc Erasmus, dans la conception générale des personnes, justement, permet aux étudiants d'aller réaliser une partie de leurs études à l'étranger dans un autre pays européen, à savoir qu'il y a des possibilités de destination aussi hors Union européenne, c'est-à-dire qu'il y a aussi des pays partenaires, les pays appelés pays partenaires, qui peuvent accueillir donc des étudiants européens. La nouveauté, c'est que depuis 2014, Erasmus est devenu Erasmus+. C'est-à-dire que les programmes ne s'adressent plus seulement aux étudiants, mais aussi à toute autre jeune personne souhaitant réaliser une mobilité. Et du coup, à qui va s'adresser le dispositif Erasmus+? Erasmus+, aujourd'hui, depuis 2014, offre des possibilités de mobilité à tout le monde, c'est-à-dire étudiants, mais aussi stagiaires, apprentis, professionnels, enseignants, bénévoles, jeunes en recherche d'emploi. Et c'est possible parce que les programmes se divident en fait en deux grands volets. Un volet éducation et formation qui va donc concerner tout ce qui est éducation et formation, et un volet jeunesse. Quelle est la différence entre les deux volets formation et éducation et le volet jeunesse? La différence, si tu veux, c'est les cadres dans lesquels la personne réalise sa mobilité, qui va être donc un cadre formel dans les volets éducation et formation. Donc une mobilité dans ce volet, c'est pour tous ces jeunes qui sont en parcours scolaire, des apprentis, des étudiants, des élèves même, des établissements secondaires, qui souhaitent donc réaliser une mobilité qui peut donc se concrétiser soit via la poursuite des études ou la réalisation d'un stage. Alors que les volets jeunesse permet la réalisation des mobilités, mais dans un cadre non formel, c'est-à-dire qu'il y a derrière toujours un objectif d'apprentissage pour la personne, pour le jeune ou les travailleurs jeunesse, mais voilà, on parle d'éducation non formelle. Et donc si un jeune est intéressé par une mission de volontariat, vers qui il va se tourner pour prendre des informations? Qu'est-ce qui va être pris en charge pour lui? Qu'est-ce qu'il va devoir organiser pour son départ? Comment ça va se passer? Alors, un jeune qui veut partir en SVE, il va falloir qu'il s'adresse à une structure d'envoi, parce que la structure d'envoi va déjà l'informer sur les dispositifs et sur les modalités des recherches du projet d'accueil, et donc aussi de l'association et de la structure d'accueil. Les jeunes ont aussi besoin de la structure d'envoi parce que cette structure va déposer un dossier en collaboration avec la structure d'accueil, et une fois que les dossiers est déposé et accepté, c'est les dispositifs qui financent la mobilité, les séjours du jeune. Donc cela veut dire que les dispositifs prennent en charge les transports, les déplacements donc vers le lieu de la mission, l'hébergement, la nourriture, avec un petit argent des poches qui est donné aux jeunes pour pouvoir profiter de la vie locale, éventuellement des coûts supplémentaires si nécessaire, comme par exemple la réalisation d'un visa si les jeunes partent dans un pays hors Union européenne. Donc c'est vraiment les dispositifs qui prennent tout en charge pour les jeunes qui n'a pas donc presque rien à débourser de sa poche. Donc d'où l'importance, la nécessité de s'adresser à une structure d'envoi, et puis F bien évidemment structure d'envoi, parce que la structure va aussi l'accompagner dans la recherche du projet d'accueil et va pouvoir aussi le préparer au départ. Donc nous pouvons par exemple présenter Amélie Pinero qui a réalisé 2 services volontaires en Europe, donc elle va nous en parler. Ça serait bien que tu nous expliques, Amélie, ce que tu en as pensé, comment ça s'est passé pour toi, etc. Bonjour. Alors effectivement, j'ai réalisé 2 services volontaires européens parce que je pense que vous l'avez précisé. On peut faire
Du coup, il y a 2 durées possibles, court terme ou long terme. Du coup, moi j'ai commencé par un court terme en Pologne, dans la petite ville de Leszno, où j'ai pu proposer des animations culturelles auprès des enfants. Et ensuite, j'ai réalisé un long terme en Angleterre, donc à Millbrook, dans les Cornouailles, qui était une mission de 6 mois, de mars à septembre dernier. Donc c'était super sympa. Les 2 m'ont beaucoup appris, et autant sur moi-même que sur ma façon de travailler, sur un environnement dans lequel on est complètement plongé au final. Alors, le gros avantage pour moi du SVE, c'est que on apprend énormément, donc autant professionnellement que humainement, comme j'ai pu le dire. Alors, professionnellement, on est un peu multitâche en fait. Il nous plonge dans un environnement et on est totalement autonome et du coup, on apprend et on peut apporter aussi sa petite pierre à l'édifice avec nos petites idées et essayer de les mettre en place du mieux qu'on peut. Donc c'est bien, ça apprend l'autonomie. La confiance en soi aussi, qu'on développe, si on est quelqu'un de timide, pas forcément extraverti. On apprend à se connaître au final et on voit que ça se passe bien et que on peut proposer des choses. On rencontre beaucoup de personnes aussi. Du coup, ça alimente en fait cette petite confiance qu'on acquiert. Donc je pense que c'est un véritable atout après pour la suite de mon parcours professionnel, dans le sens où ouais, j'ai plus peur de partir par exemple à l'étranger. Même je trouve ça presque plus facile de trouver des missions intéressantes à l'étranger. Et ouais, j'ai beaucoup moins peur de tenter de nouvelles aventures en fait. Ça me freine moins, quoi. Est-ce que donc le service volontaire européen est le seul moyen de mobilité qu'on trouve pour les jeunes ? Alors non, c'est pas du tout les seuls dispositifs. Déjà, quand on parle des volontariats en Europe ou à l'international, il y a plein d'autres dispositifs qui viennent à l'esprit, notamment les services civiques à l'international, qui est comme un service civique qui se met en place ici dans l'État français, avec une destination par contre internationale. Donc dans ce cas-là, les jeunes ont toujours besoin d'une structure d'envoi. Les jeunes peuvent le faire seulement jusqu'à 25 ans. Donc, on va dire qu'il y a des modalités, justement, des candidatures et des conditions administratives qui sont différentes du service volontaire européen. Après, les principes à la base est toujours les mêmes, c'est-à-dire il y a toujours la volonté de la part du jeune de s'engager concrètement pour une mission d'intérêt public au sein d'une association étrangère. Bien évidemment, on l'a pas précisé pour les services volontaires européens, mais pour les deux, les domaines d'activité sont très très vastes et très très variés. On va vraiment de tout ce qui peut concerner l'environnement, l'animation, les sports, l'accompagnement des personnes, la promotion de la mobilité ou la promotion de l'interculturalité, culture, musique. Il y a vraiment beaucoup de domaines d'activité qui peuvent être traités et travaillés pendant son propre volontariat. Les services civiques internationaux n'est pas les seuls dispositifs. On parle des volontariats internationaux à l'entreprise, un volontariat international à l'administration, un volontariat de solidarité internationale, un volontariat de la francophonie. Donc il y a vraiment beaucoup de dispositifs. Donc mon conseil, c'est tout simplement celui de s'adresser à Piste Solidaire via une plateforme que nous développons qui s'appelle SoMobilité, qui permet aux jeunes de prendre un rendez-vous avec un opérateur qui va pouvoir lui présenter tous les dispositifs existants en Europe et à l'international. Et les vrais atouts de la plateforme, c'est qu'en rentrant les données concernant les parcours et les souhaits du jeune, la plateforme peut faire un matching entre ses souhaits et les offres qui sont contenues en ce moment dans la plateforme. Dans la plateforme, il y a plus de 1500 offres des jobs, volontariat, stages, études. Donc c'est vraiment un outil qui peut faciliter la recherche et la mise en place d'un projet de mobilité. Donc on vient de voir donc toutes les formes de mobilité qu'on pouvait trouver dans l'Union européenne ou à l'international. Et qu'est-ce qui va faire, quels dispositifs vont permettre la libre circulation en fait de tous ces jeunes, de toutes ces personnes ? Alors, en fait, la circulation des personnes au sein de l'Union européenne est rendue possible à ce qu'on appelle l'espace Schengen.
C'est-à-dire que il y a des pays de l'Union européenne, notamment 22 pays de l'Union européenne, qui ont signé en 1985 des accords de Schengen. Schengen, c'est un petit village du Luxembourg. Et donc ces accords signés en 85 et rentrés après en vigueur 10 ans plus tard en 95 permettent en fait la libre circulation des personnes dans l'espace des 22 plus les 4 pays hors Union européenne, mais qui participent toujours à Schengen. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a 26 pays. Donc 22 pays de l'Union européenne plus l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse qui sont donc qui font également partie de l'espace Schengen. À savoir qu'il y a encore 6 pays de l'Union européenne qui ne sont pas dans Schengen et il faut préciser Bulgarie, Chypre, Croatie et la Roumanie qui vont intégrer à un moment donné Schengen, alors que Irlande et Royaume-Uni ont décidé dès le début de ne pas faire partie de cet espace. Espace Schengen veut dire qu'il n'y a plus des frontières intérieures parmi les États qui font partie de l'espace, mais par contre, il y a un renforcement des frontières extérieures. Cela veut dire qu'il n'y a plus des contrôles quand on passe d'un pays à l'autre. Si les deux pays font partie des Schengen, il n'y a plus des contrôles, il n'y a plus une douane qui nous arrête, il n'y a plus des papiers, visas ou passeports à montrer. À savoir après que chaque État membre a la possibilité de rétablir les frontières, ses propres frontières, en cas d'urgence ou en cas des menaces de l'ordre public. Mais voilà, ce sera une décision temporaire de l'État membre en question. Aujourd'hui, Schengen permet la libre circulation des Européens. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler donc de quelques bons plans, des petites choses à savoir qui sont mises en place grâce à l'Union européenne? Alors, on peut commencer par exemple avec les permis de conduire si nous souhaitons voyager en voiture. Aujourd'hui, un permis de conduire en cours de validité délivré dans un pays membre est valable dans toute l'Union européenne. Les nouveaux permis sont désormais délivrés sous la forme d'une carte plastifiée au format harmonisé pour tous les pays d'Europe. Donc, dans la plupart des pays, vous devez tout simplement vous munir de ce permis de conduire et un autre du certificat d'immatriculation de votre véhicule. Donc, concrètement, dans n'importe quel pays membre de l'Union européenne, nous pouvons conduire avec notre permis de conduire délivré en Italie, en France, en Allemagne, même dans les pays comme l'Irlande ou à Malte où on conduit à gauche, à l'inverse, parce que ce sont des pays sous la juridiction anglophone, anglaise. Et au niveau de la santé, qu'est-ce qui va être mis en place? Parce que ça reste quand même assez important, et surtout à l'étranger. Alors, si on est ressortissant d'un État membre de l'Union européenne et on tombe par exemple malade ou on a un accident lors d'un séjour temporaire dans un autre pays de l'Union européenne, on a le droit de bénéficier des services de santé publique selon les mêmes conditions et aux mêmes tarifs que les personnes assurées dans ces pays. Il faut savoir que chaque pays a ses propres règles en matière de soins de santé publique. Par exemple, dans certains États, les soins sont gratuits ou il ne faut en payer qu'une partie. Dans d'autres, par contre, il faut s'acquitter de la totalité des frais et demander un remboursement. Bien évidemment, ce qu'il faut toujours faire, c'est conserver les factures, les ordonnances et les reçus afin de pouvoir se faire rembourser dans les pays où vous avez voyagé ou une fois que vous êtes rentré chez vous. Et pour pouvoir faire ça, c'est toujours utile et conseillé d'avoir avec soi la carte européenne d'assurance maladie qui simplifie justement les procédures et permet d'accélérer les remboursements des coûts. Et concernant le terme d'achat, du coup ?
Alors, en ce qui concerne les achats, il faut déjà préciser et se rappeler en fait qu'on est dans ce qu'on appelle un marché européen commun, qui permet donc la libre circulation des biens, des marchandises et des capitaux. Donc cela veut dire qu'on est autorisé à acheter et à importer des marchandises et des biens lorsqu'on se déplace d'un pays à l'autre dans l'Union européenne. Et l'intérêt, enfin la chose intéressante, c'est que ces marchandises ne sont pas limitées en quantité à condition qu'elles soient destinées à notre usage personnel et non à être revendues. À savoir que les taxes sont comprises justement dans les prix qu'on paye dans les pays où on achète la marchandise et que donc aucune autre taxe ne peut pas par la suite être réclamée dans un autre pays de l'Union européenne. Et concernant donc la communication avec le pays principal donc du jeune, donc tout ce qui va être téléphone et même la communication de manière générale, comment ça se passe? Pour ça, c'est bien de se rappeler que depuis juin de l'année dernière, les frais de service ont été abolis. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de coûts supplémentaires. Nous pouvons utiliser notre forfait téléphonique lors de nos déplacements dans un autre pays de l'Union européenne sans avoir des frais supplémentaires, avec quand même une toute petite précision, c'est-à-dire que les forfaits peuvent légèrement changer en fonction de la compagnie téléphonique. C'est-à-dire que par exemple les gigas d'internet peuvent ne pas correspondre à ceux dont on aurait droit si on restait dans notre pays d'origine. Mais à savoir voilà qu'il n'y a plus des frais des services, que donc la communication est rendue beaucoup plus facile. À savoir, une toute dernière nouvelle, qui est les abonnements des services de musique, vidéo, jeux en ligne n'ont plus des frontières non plus en Europe. Donc dans l'espace A28, on a la possibilité de profiter par exemple de notre abonnement Netflix lors de tout notre déplacement ou des voyages à l'étranger. Donc je sais pas si ça va vraiment nous changer la vie. On va dire que ça va sûrement être un petit plus. Voilà, un petit plus, quand même quelque chose qui va nous faire peut-être apprécier davantage les séjours à l'étranger. Parfait, je pense qu'on a fait quand même le tour de cette chronique. Est-ce que tu peux nous donner les informations donc concernant la conférence d'aujourd'hui? Bien évidemment, l'étape paloise du Parlement d'Europe Tour s'est conclue donc ce soir à 18h30 à l'IAE, au campus de l'université, avec un dialogue citoyen au titre Europe solidaire. On s'est posé la question et si l'Europe rimait avec solidarité. Donc on a réussi à réunir pour l'occasion 3 intervenants. Notamment Monsieur Bayrou, maire des Pau, Madame Virginie Rosière, qui est une députée européenne de la circonscription dans laquelle on est, de la circonscription électorale dans laquelle on est, et Madame Isabelle Gégouzeau, qui est chef de la Commission européenne en France. Donc c'est pas tous les jours qu'on arrive à avoir ces 3 personnalités, on va dire, sur la scène. C'est l'occasion de dialoguer et de discuter avec eux. Pendant la première partie de la soirée, on va présenter des grands témoins qui vont justement témoigner, on va dire, de l'aide, de la solidarité économique, mais pas seulement que, reçue par l'Union européenne via donc notamment soit des fonds structurels, soit des programmes, des dispositifs, etc. Une solidarité qui a quand même permis à ces témoins de se développer ou quand même de développer leur activité. Lors de la seconde partie de la soirée, on rentre vraiment dans les vifs du dialogue citoyen. Donc, dialogue citoyen, ça veut dire que les citoyens peuvent poser tout type de questions aux 3 intervenants, tout type de questions sur vraiment tout type de sujets concernant l'Union européenne et ses politiques, les futurs de l'Europe, vers où on va, qu'est-ce qu'on entend de l'Europe,
Voilà, c'est vraiment l'occasion de se faire entendre. S'il y a quelque chose qui nous plaît pas, quelque chose qui devrait être changé à notre avis et qui pourrait être proposé, c'est vraiment les moments de se faire entendre. À savoir que les dialogues citoyens sera aussi retransmis, repartagé sur notre Facebook, donc avec un Facebook Live sur Europe Direct pour Pays de l'Adour. Parfait, merci beaucoup Martina. N'hésitez pas, on vous attend nombreux ce soir à l'IAE et tenez-vous informés sur les réseaux sociaux. Nous vous souhaitons une bonne journée sur Radio Campus Pau.